Bonsoir. Des hommes, des femmes et des enfants vendus aux enchères comme du bétail et réduits en esclavage, le monde découvrait avec effroi à la mi-novembre et grâce à un reportage de la CNN l'enfer que vivent les migrants subsahariens en transit vers l'Europe. Les réseaux criminels de la Libye post-Kadhafi ne reculent en effet devant aucun scrupule pour se faire de l'argent sur le dos de ces malheureux. Selon des données non officielles, le trafic de migrants serait actuellement le plus juteux des trafics en Libye, derrière celui du pétrole. Il rapporterait jusqu'à 3 milliards de dollars, soit environ 5% du PIB libyen. Alors, au-delà des manifestations populaires et des indignations très officielles de politiques, d'artistes, d'intellectuels et de sportifs de tout genre, nous vous proposons ce soir un débat autour de deux questions essentielles. Comment en est-on arrivé là et comment en sortir? Bienvenue sur Rue d'Ensemble. One by one, men are brought out as the bidding begins. 400, 500, 550, 600, 650, 700. Very quickly, it's over. We know that some people are being sold. Yes. Some people are being sold. Is this something you've heard about? Can you tell us about Sure. that? Tell us. I was sold. What happened? On my way coming, I was sold. Merciless beating. If you look at most of the people here, if you check their body, you see the mark. They're beating with electric. Even your boot or they took something like a sharp object. Understand? Most of them lost their life there. I was there. The person who came to buy me give the man money. They take me out home. So the money was not even much. Other migrants now start to come forward with their stories. They took people to work by force. Even where we are at the seaside, where we are working the work, they will be beating you. When you are working the work, I'm doing your work. They will be maltreating us. Voilà donc un extrait du reportage qui a choqué le monde. Est-ce de l'esclavagisme, est-ce du racisme comme on a pu l'entendre ou tout simplement de l'opportunisme? Je vous propose de faire le débat ce soir avec un panel composé de 4 personnes. Fidèle Kikan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur de la section béninoise d'Amnesty International. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, un bon connaisseur du monde arabe, Yannick Baglo, bonsoir. Bonsoir. Expert en gouvernance, vous êtes diplômé de l'Université Senghor d'Alexandrie, établissement de formation supérieure implanté sur le bord de la Méditerranée en Égypte. Vous êtes donc un bon connaisseur du monde arabe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. En face de vous, deux spécialistes, je vais dire des questions internationales. Monsieur Lagrange Simenou Anyakpe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Spécialiste donc des questions internationales, vous êtes diplomate de formation. À côté de vous, docteur Blandine Ouettorossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Spécialiste des questions de migration. Je commence par vous, docteur Ouettorossou. Est-ce que vous avez été, vous aussi, surprise par cette révélation, je le dis en mettant le mot entre griffes, de la chaîne CNN? Merci. C'est une question, rien que la question, ça vous choque. Vous voyez. J'ai été surprise en partie par le choix aujourd'hui de mettre sur le tapis, de mettre au grand jour ce dossier. Parce que ce n'est pas un dossier si nouveau qu'on dise, hein, mais j'ai été surprise quand même par le choix aujourd'hui de mettre et peut-être aussi par l'ampleur que l'ampleur, la dureté, parce que tout ça pourrait avoir existé, mais parce que ça n'a pas été mis au grand jour, eh bien, c'était pas vraiment connu du monde entier. Mais aujourd'hui. Merci madame. Est-ce que monsieur Simenou Anyakpe, est-ce que vous aussi vous avez été surpris ou même choqué par ces images que nous venons de suivre? Monsieur le journaliste, je vous remercie pour ce privilège que vous me faites. Et moi, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été si surpris dans la mesure où ce problème ne date pas d'hier, ne date pas de la génération
de mes pères ni de mes grands-parents. C'est vrai qu'à un moment donné, il a pris une autre tournure. Mais quelles sont les dispositions que nous, les principaux concernés, nous les Africains, quelles sont les dispositions que nous avons eu à prendre? Le mal nous n'avons pas cherché, sinon ceux qui devraient le faire n'ont pas cherché à aller à la source du mal. Ils ont essayé de l'effleurer, essayé de le caresser dans le sens du poil. Et voilà ce que ça a donné. Et nous risquons d'aller plus loin. En tout cas, je vous propose au cours de ce débat de revenir largement sur les responsabilités et sur les solutions possibles. Monsieur Kikan, est-ce qu'à Amnesty International, au moins à la section béninoise d'Amnesty International, ces révélations vous ont choqué? Oui, c'est clair que quand on parle des actes attentatoires à la dignité humaine, à la sécurité humaine, à la liberté humaine, qui sont les 3 piliers des questions de droits de l'homme, c'est choquant, c'est révoltant, c'est une indignation à la limite de l'horreur en face de laquelle on était. Mais est-ce que vous-même vous découvriez le phénomène avec ce reportage? Point du tout. Vous avez pu suivre depuis toujours, depuis 2011 particulièrement, et plus intensément depuis 2015, 16 et 17. Amnesty International a fait régulièrement de recherche et a sorti des rapports sur lesquels nous avons interpellé aussi bien les autorités libyennes, les autorités africaines et les gouvernants européens sur les questions de migration en général et sur la question spécifique de vente en tant qu'esclaves de noirs migrants en Libye. Donc on était nullement choqués. Nous avons plutôt vu d'un bon œil le travail. On pense qu'au-delà du reportage, ça a été un travail de CNN, qui est d'ailleurs un partenaire médiatique de Amnesty International, nous avons vu au travers de ce travail une sorte d'amplification de notre travail et qui a permis aujourd'hui de passer dans la population le plaidoyer et le travail que nous avions fait et qui visiblement n'a pas pu porter au niveau diplomatique et au niveau des pays. Alors, je constate que vous évitez d'utiliser le mot esclavagisme ou esclavage. Pour vous, il ne s'agirait donc que d'une simple traite d'êtres humains? Non, point du tout. Quand vous allez voir plus précisément, je crois, notre rapport 2016 sur la partie qui concerne et la Libye et le Niger, nous avons utilisé le mot esclavage. Mais c'est vrai que tantôt nous utilisons traite, tantôt nous utilisons esclavage selon les données qui ont été reportées. Par contre, nous n'avons pas trop insisté sur la question de noir, de la couleur de la peau, parce que voilà, la négrophobie, c'est ça, la négrophobie, pour nous n'avons pas réuni des informations pouvant aller à la conclusion de ce thème. Mais de toute façon, que ce soit de la négrophobie ou de l'esclavage ou de la traite, il s'agit donc de la privation de l'être humain des 3 piliers des droits humains dont nous parlons, et donc suffisamment préoccupant pour qu'on s'en indigne, pour qu'on fasse tout le travail et le plaidoyer que nous avons fait actuellement. Et nous saluons le travail que CNN a fait et nous saluons tous les effets que cela peut avoir dans le militantisme et l'activisme, que ce soit en Afrique et au-delà. Yannick Baglo, vous connaissez bien le monde arabe pour y avoir vécu quelques années. Vous êtes, dans le cadre de vos activités, vous fréquentez également beaucoup ces pays arabes-là. On a souvent entendu parler, en tout cas dans la vague d'indignation que ce reportage a soulevé, on a beaucoup entendu parler de racisme d'Arabes envers les Noirs. Est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien dans votre travail, dans vos contacts quotidiens avec vos clients ou vos partenaires arabes? Merci beaucoup. En fait, la thématique de racisme arabe existe. Le racisme anti-noir arabe existe. Mais dans le cas présent, j'ai du mal, en fait, qu'on parle de racisme anti-noir arabe tout de suite. Non. Moi, je pense que le problème est d'abord ailleurs. Parce que, au-delà de cet élément qui est passé tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a eu un élément d'Euronews aussi, où il était montré explicitement que ce marché d'esclaves en Libye était animé par des Libyens, certes, mais aussi par des Ghanéens et des Nigérians. Donc, ce qui signifie que parmi les acteurs, les principaux acteurs de cette traite-là, il y a également des Africains, voilà, au sud du Sahara. Exactement. Alors, aujourd'hui, parler de racisme tout de go, oui, si on veut parler de la thématique de racisme, elle existe. Elle existe. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là, tout de suite, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non.
Dans le cas présent, moi j'estime que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plutôt d'un problème qui est vu comme le monde, cette perception à la base des Noirs par les Arabes comme des êtres inférieurs. Mais au-delà de ça, il y a eu l'exploitation d'une opportunité que des gens ont vue dans des migrants qui quittaient des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres pour rejoindre les îles Lampedusa en Italie. Et c'est un circuit qu'on connaît. Et pour répéter mes prédécesseurs, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est une thématique qui existait, qui a été dénoncée 1001 fois. Je me rappelle en 2011, je crois, quand l'ONU avait fait passer des spots avec des anciens esclaves, enfin s'il faut le dire comme ça, libyens, pour demander à notre communauté, aux Africains, d'éviter ce type de migration-là, surtout implicitement de passer par le territoire libyen. Mais malheureusement, nos États n'ont pas fait cas. Ça n'a intéressé personne jusqu'à maintenant. Donc vous ne comprenez pas toute cette vague d'indignation qu'on peut voir de la part des dirigeants. On y reviendra. Oui. Est-ce que, Madame Moureto-Rossou, vous qui êtes spécialiste des migrations, comment est-ce que, selon vous, on peut expliquer ce phénomène-là qui vient d'être mis à jour par cette consoeur américaine? Comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène de traite d'êtres humains? On évitera donc de parler de noirs. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça dans le contexte où nous sommes aujourd'hui? Merci. C'est bon d'éviter d'utiliser le terme noir. Je suis d'avis, mais ce serait dans une autre dimension. La dimension, ce n'est pas tant que ça l'identification des victimes, sinon plutôt la stigmatisation. Parce que pourquoi ne pas dire africain ou africain subsaharien? Nous avons tous des identités, togolais, angolais, ou je ne sais quoi, d'autres. Mais dire noir, moi je dis, depuis il n'empêche toujours... que les victimes de cette traite-là sont quand même en plus, principalement des gens de peau noire. De peau noire non plus, parce que je suis foncièrement contre l'appellation noir. Je préfère qu'on dise noir, et je préfère qu'on dise africain du Bénin africain, du Congo africain, je préfère plutôt qu'on dise noir. Ça là-dessus, même avec mes étudiants, je suis formelle là-dessus. Quand je vois noir, ça me donne... Donc, alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène qui se produit actuellement en Libye? Et ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui ni d'hier, de très, 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 très longtemps. Je vais dire, c'est une affaire séculaire, multiséculaire. Et donc, pour pouvoir effectivement analyser cette situation, il faudra aller loin dans l'histoire, tout au moins aller jusqu'aux migrations forcées, et notamment celle la plus infâme de l'histoire, de toute l'historiographie de l'humanité, qui est l'esclavage. L'esclavage qui a atteint son summum du capitalisme. On a vu que c'était carrément l'association du capitalisme à la traite et donc à l'esclavage, parce qu'il faut des fondements clairs et fondements presque immuables qui ne doivent pas changer pour que ce système puisse perdurer dans le temps. Et c'est ce qui s'est passé jusque-là. En fait, c'est des fondements purement et simplement économiques, en amont comme en aval. Donc vous rejoignez donc M. Baglo, qui estimait que ce phénomène se produit parce qu'il y avait une opportunité économique à saisir. Est-ce que M. Simenoua Yakpe, est-ce qu'il faut... On a vu des manifestations se dérouler devant les ambassades de Libye un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou dans les capitales africaines. On a suivi sur les réseaux sociaux une vague de libidophobie. Je ne sais pas si le mot existe. Est-ce que vous pensez qu'on peut stigmatiser à juste titre les Libyens? Je pense que non, dans la mesure où les Libyens sont dans une posture aujourd'hui.
Les Libyens sont dans la posture, sinon dans leur mental, ils sont supérieurs aux Noirs. Le Noir doit systématiquement être leur esclave. Le Noir est leur esclave dans leur mental. Et je dirais également que nous n'avons pas à en vouloir aux Libyens. J'aurais bien voulu que nous nous en voulions à nous-mêmes. Dans la mesure où, comme l'a dit le docteur Ouettaransou, comme elle l'a dit, c'est un problème qui part depuis des générations, qui part de la traite négrière, d'un commerce séculaire, de la traite négrière, qui a amené le peuple africain, et beaucoup plus noir, à avoir une certaine mentalité, c'est-à-dire l'être occidental est supérieur à l'être noir, à l'être africain. Encore qu'ici, il ne s'agit pas encore des Occidentaux, il s'agit justement des Arabes. Oui, les Arabes se prennent pour des Occidentaux, justement. Voilà. Les Arabes se prennent pour des Occidentaux. Donc, ce qui fait que l'homme noir veut aller vers l'autre, dans la mesure où, pour lui, l'autre est supérieur. Et chez l'autre, ça va bien. Chez l'autre, il pourra s'épanouir. Chez l'autre, il pourra être libre. Ce que l'autre ne lui permet pas et ne lui permettra jamais. Donc, je pense que nous n'avons pas à les stigmatiser, nous n'avons pas à nous victimiser, mais l'idéal serait que nous repartions à la source, que nous essayions. C'est très difficile de travailler sur le mental d'un peuple, très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est un problème de mentalité, d'abord, qu'il faut régler. Ce qui se passe, c'est que les migrants dont il s'agit ne sont qu'en transit en Libye, en transit vers l'Europe, qui est en quelque sorte la destination finale de ces personnes-là. Monsieur Kikan Marcos, est-ce que la situation actuelle de la Libye, en tout cas la situation que vit la Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi depuis 2011, pourrait expliquer l'ampleur que prend aujourd'hui ce phénomène? Non, pas que. Oui, quelque part, mais pas que. Pas que, c'est pour ça que je ne trouve pas forcément, pour revenir un peu sur le pan antérieur de votre question, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est de l'opportunisme, ces criminels qui sont en train de nier carrément l'humanité à d'autres hommes comme eux? Est-ce que c'est l'opportunisme? Ce n'est pas l'opportunisme, parce que les causes sont plus profondes. En fait, ça part de la politique globale, du regard que les dirigeants, surtout européens, par rapport à la question, la thématique de la migration des réfugiés. Quand on a financé carrément la Libye déstructurée pour pouvoir enrayer le problème migration, on ne peut pas s'attendre à mieux que ce qui est là. Alors vous remettez en cause là la politique migratoire de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne, qui finance la Libye pour bloquer les... C'est des effets pervers d'une politique perverse elle-même et qui finalement... implémenté dans un contexte détonnant, ne peut que produire ce que nous avons là. Et donc, aussi bien la déstabilisation de la Libye à travers la liquidation du colonel Kadhafi que l'externalisation à outrance et le protectionnisme à outrance des États européens, ajouté à l'inconséquence des États africains à pouvoir adresser les questions qui concernent leur population et à pouvoir les protéger, produit ce que nous avons. Donc vous voyez, dans ce que je dis, il n'y a pas d'opportunisme, mais il y a en sorte que les uns et les autres ont suivi des agendas qui n'ont pas permis d'anticiper et de protéger. Et parlant d'agenda justement, personnellement, ça c'est un avis personnel, ce n'est pas un avis d'Amnesty, CNN était aussi informé des rapports au moins que nous avons produits depuis des années. Les rapports que le HCR a produits sur la question, les rapports que l'OIM a produits sur la question. Moi, je dirais, vu les débats récents au niveau de l'Union européenne par rapport à la migration, je dirais encore, il faudrait peut-être faire très attention à creuser derrière ce film qui passe que maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un autre agenda qui se prépare? C'est pour ça que... Quelles sont les informations dont vous disposez, M. Kikan, par rapport à cette question? Non, enfin, je vous entends soupçonner un autre agenda non avouable derrière la publication de ce reportage. Vous avez entendu parler, par exemple, de ce dépotoir humain qu'on veut créer dans certains de nos pays, notamment au Niger, par exemple. D'accord? Pour enrayer, parce qu'on sait très bien que la route qui aboutit
en Libye part Passe du par le Niger, Niger. la fameuse route d'Agadez. Et aussi, je parle de dépotoir humain parce que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de vivre une vie misérable aux portes de l'Europe vont être déportés sans aucune discrimination dans ces postes-là. Donc pour vous, c'est une façon pour l'Europe de déplacer le problème de la Libye vers d'autres États africains. Information, un certain buzz comme celui-là de CNN peut d'abord renforcer l'objectif premier du financement qu'il y a eu en Libye il y a quelques années pour dire enrayer le problème, mais en même temps donner force à ce qu'on veut créer là au niveau des régions, et en arrière-plan, ça pourrait aussi conforter l'idée de G5. Donc, alors, si on se met sur une dimension géopolitique, je dirais oui, toute l'émotion que nous avons, mais aussi faisons attention à l'agenda, parce que n'oublions pas, on nous a dit que la raison est hélène et que l'émotion était nègre. Donc, après nos émotions, faisons attention pour rattraper vite la raison, pour régler un problème global qui, de toutes les façons, ne concerne pas que les Africains, mais aussi les Européens. Et donc, pour moi, cela n'a rien à voir avec le contexte traditionnel qui a dû commencer au 7e siècle avec l'esclavage des Arabes. Ça n'a rien à voir, parce qu'on sait très bien que dans toutes les régions du monde, les questions de minorité ont toujours été très délicates dans les interactions. On a pu voir l'esclavage pendant Kadhafi, on a pu voir ce qui se passe aujourd'hui et qu'on n'a pas anticipé aussi au niveau des Rohingyas. On a pu voir ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie. Donc ça... Et dans plusieurs autres pays africains où il y a une forme larvée c'est autre question, d'esclavage. Mais qu'il faut reconnaître qu'on a instrumentalisé dans le facteur déjà défavorable de la migration. Alors, est-ce que, Yannick Baglo, vous pensez comme monsieur Kikan, que c'est une façon pour les Européens de préparer l'opinion publique psychologiquement à ce projet-là qui est en préparation de contenir au maximum les migrants économiques dans les pays d'origine, à savoir le Niger par exemple, ou le Mali, comme on a pu l'entendre? En fait, cette question a réveillé quelque chose en moi, parce qu'il y a une question que je me posais depuis un moment, depuis que cet élément a été diffusé. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais cet élément a été tourné en août 2017. Août et octobre. Et a été diffusé en novembre. D'accord. Alors, je me trompe peut-être, je me suis demandé à un moment pourquoi ce gap-là. Je n'accuse personne tout de suite. Bon, je peux vous dire, dans le cadre du travail d'investigation du journalisme, ça peut prendre un peu de temps pour recouper les informations qu'on a recueillies sur le terrain. Donc parfois, on a besoin d'un peu de temps pour être sûr de ce qu'on va diffuser. Bon, comme je disais tantôt, je me suis posé la question. Donc merci de m'éclairer. Maintenant, encore plus, moi j'aimerais prendre cette question-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière toute simple. Une fois encore, toute simple. Parce que la question des migrations, avec la permission du docteur Ouattarassou, elle a trois fondements, à mon avis. Il y a la gouvernance des pays africains, il y a le problème des migrations en elles-mêmes, et enfin, il y a le problème je ne dirais pas du racisme, mais de la perception noire des pays arabes. Et tout à l'heure, vous parlez de stigmatisation ou de la faute des Libyens. Aujourd'hui, stigmatiser les Libyens ne serait pas honnête de notre part. Parce que ce n'est pas parce que dans un pays, une bande joue à un jeu dangereux que tout le monde accompagne. Parce que si nous nous laissons aller à ce jeu de stigmatisation, de dénonciation des Libyens, nous allons tout de suite dans une situation de racisme inverse. J'ai déjà vu, il m'est arrivé de voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des gens appeler à boycotter les Arabes. C'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant quand on va dans ce sens. C'est-à-dire, ne dénonçons pas quelque chose et ne faisons pas la même chose. C'est-à-dire, tout à l'heure, M. Lagrange a parlé de... Excusez-moi, a parlé de problèmes de mentalité. Là encore, je ne suis pas d'accord. Les Africains ne migrent pas par mentalité. Principalement, ce n'est pas ça. Je me rappelle ces migrants avec qui j'avais discuté un moment, Libyens d'ailleurs, à qui j'ai demandé, mais vous abandonnez vos vies pour affronter l'inconnu? Il m'a répondu, il faudrait déjà avoir une vie. Si vous n'avez pas de vie,
votre mentalité n'a même pas lieu d'être. C'est un instinct de survie. C'est un peu comme les migrations des oiseaux, c'est un instinct de survie. Vous allez vous chercher ailleurs quand rien ne va. Alors, comme disait Mme Otosu Fogo, le problème de la migration ne date pas d'aujourd'hui. Nous rappelons les programmes Rabbit au niveau de l'Union européenne, nous rappelons tout ça contre les migrants. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait par nos pays pour décourager la migration? Rien. Je répète, rien du tout, bien au contraire. Alors, est-ce qu'il faut décourager la migration ou les maîtriser? Comme dirait le président Sarkozy, il faut les contrôler, les migrations. Je me rappelle cette période de l'appellation migration choisie, vous vous rappelez. Et voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut les migrations. On ne peut pas interdire les migrations, ce n'est pas possible. Parce qu'il y va même du développement humain. Mais maintenant, il faut qu'on puisse réussir à maîtriser les migrations. C'est pas évident. Alors, Madame Mouretorossou, quelle est la principale raison, la principale motivation de ces personnes qui quittent leur pays pour une destination qu'ils ne connaissent pas dans la plupart du temps? Je vais revenir très rapidement sur le propos de M. Baglo. Et quand il dit non, c'est parce que je n'ai pas une vie que je vais à la recherche d'une vie. J'en ai pas. Donc, l'ailleurs me donnerait sûrement cette vie. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on voit, par exemple, lorsque un fonctionnaire normal au Bénin, pour réunir 1 000 €, disons 1 000 €, pour un fonctionnaire béninois normal, dont moi-même, normal, je crois que ce n'est pas une mince affaire. Mais ces migrants dont il s'agit, c'est des gens qui vont même au-delà de cela, de ces 1 000 €. Parfois, c'est le double, parfois alors, c'est le triple. les informations, pendant que je préparais cette émission, j'ai découvert que le passage de l'Afrique subsaharienne vers l'Italie peut coûter aux migrants jusqu'à $6 000. Voilà. Ce qui fait quand même à peu près 3 millions de francs CFA. Une vie avec $6 000, mais je peux me faire une vie au Bénin. C'est vrai, je suis sérieuse. Donc ça ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'il y a le désir d'aller vers quelque chose qu'on est sûr d'avoir, qui est de meilleur à ce que l'on laisse, à ce que l'on quitte. Mais je crois qu'il y a plus, c'est multifacétique. Je vais laisser réagir. Par exemple, qui brûlait d'impatience. Il brûle d'impatience, ok. D'accord. Je vous retourne la parole tout à l'heure. Excusez-moi, en quelques secondes. Oui, parce que je ne peux pas être d'accord avec madame. D'abord, les enquêtes et les interviews ont pu faire comprendre que ces personnes ne réunissent pas ces sommes-là d'elles-mêmes. C'est une cotisation. En fait, la migration est devenue une migration, un objectif communautaire d'un malaise social et anthropologique. Wow. Des gens qui sont obligés de solliciter toute la communauté pour qu'au moins, si nous tous nous allons périr, qu'un d'entre nous soit au moins sauvé. Et donc, lui, il part avec toute... C'est pour ça que la plupart du temps... Donc, il part également avec l'espoir de toute la communauté. Mais même là, je dis non. Ça. Et c'est pour ça que quand ça échoue souvent, ils ne sont pas prêts à revenir. Parce que, devant faire face aux dettes... C'était pire avant qu'il parte. Ensuite, c'est un échec, pas de lui seul, mais de toute la communauté. Donc, il faudrait pouvoir... Donc, le migrant se sent redevable de sa communauté qui l'a aidé absolument. à réunir les sous. Et il y a une autre idée derrière. Pourquoi est-ce qu'on fait un investissement communautaire? C'est parce que lui, arrivé là-bas, il doit pouvoir supporter le reste de la communauté. Le désespoir a atteint ce niveau-là. Et donc, madame, combien de jeunes, à supposer même qui ont ces 1 000 €, ont la possibilité, tranquillement, sans aucun copinage politique, sans aucune appartenance de classe sociale dans nos États tels qu'ils sont aujourd'hui, sont capables dignement et de façon indisproportionnée faire
mettre en place leur affaire et prospérer. Naturellement, ça fait partie de toute une politique. Donc ce n'est pas une politique, c'est tout un système. S'il y a une mentalité que je veux concéder, s'il y a une mentalité que je veux concéder à M. Lagrange, c'est de la mentalité de notre gouvernance africaine. Alors on y reviendra, M. Kikan. On va laisser Mme Rataosu poursuivre son raisonnement. Je continue de dire que même cette communauté, vous me donnez davantage d'éléments, hein, parce que même cette communauté qui cotise de l'argent pour faire partir, émigrer dans l'émigration celui-là, de son fils, quitte à faire revenir les gains et tout ça, mais cette somme, je suis sûr qu'avec cette somme, on peut faire asseoir une entreprise petitement qui puisse donner. Mais on a vu des gens commencer avec vendre de l'eau. On a vu des gens, pas qu'un cas, on en a vu plein, bien des cas. Et quand on remonte il y a quelques années, nos parents, nos grands-parents, hein, mais les gens, ils travaillaient dur. Aujourd'hui, la mentalité, pas qu'aujourd'hui, ça vient de loin, comme je le dis. Ça vient de très loin. On voit l'ailleurs, il y a comme une diabolisation de soi. La diabolisation de soi n'est pas tombée du ciel. C'est pour ça que je dis que c'est tout un système. Il faut aller très loin dans l'histoire lorsque un système religieux, une société des missionnaires qui se fait asseoir pour la colonisation, et même avant, parce qu'il y a eu la période précoloniale, la période coloniale. Il faut aller très loin dans l'histoire pour voir que la mentalité de l'Africain a été formatée pour pouvoir lui faire croire qu'il est tellement bon à rien que le bon, le meilleur est ailleurs que chez lui. C'est ça. Les partenariats sont pipés. C'est ça. Non, donnez-moi une minute. Les partenariats sont pipés. Aujourd'hui, les multinationales ont pris en otage, ont caporalisé nos États. Les populations qui devaient investir justement ces capitaux-là chez eux, chez elles du moins, sont expoliées de leurs terres, madame. Et vous avez entendu ce qui se passe au Sénégal, où les populations sont spoliées de leurs terres. Vous avez vu ce qui se passe, 30 000 habitants qui sont spoliés de leurs terres à Lagos pour des projets au profit des multinationales. Allez dire à ces 30 000 personnes au Nigeria, madame, que voilà, maintenant que vous avez de l'argent, pour ceux qui ont pu sauver leur sous à 2 h du matin des flammes, allez leur dire, madame, venez, comment dit-on, investir et rester chez eux. Ils n'ont pas. En tout cas, il ne s'agit pas d'un débat ni sur la colonisation, ni sur le néocolonialisme. Il s'agit d'un débat sur les migrations et bien évidemment, les raisons peuvent être économiques comme la plupart d'entre vous l'ont souligné tout à l'heure. Mais au-delà de ces raisons économiques, il peut y avoir également des raisons politiques ou pas, monsieur Simenou? Au-delà de ces raisons, il peut y avoir des raisons politiques, oui, dans la mesure où nous n'avons pas encore de vision politique, permettez-moi l'expression. Quand je dis nous, c'est nous les Africains, nous tous. Moi, je ne veux pas jeter la pierre à X ou à Y, mais nous n'avons pas encore de vision politique. Si l'Union européenne aujourd'hui est en train de réussir à bloquer cette migration, parce que cette migration se fait beaucoup plus vers l'Europe. Elle se fait effectivement vers les États-Unis, vers d'autres continents, mais la migration dont nous parlons, qui est pratiquement de la migration clandestine, se fait vers l'Europe. Et comme je le disais, on a formaté, comme l'a dit aussi madame le docteur Rutarosu, nous avons formaté l'Africain à une mentalité, c'est-à-dire chez nous en Afrique, nous n'avons rien de bon, mais en Europe, il fait bon vivre. Mais est-ce qu'à partir du moment où on en a pris conscience, comme vous le faites là, nous n'en avons pas encore pris conscience, justement. Nous n'en avons pas encore pris conscience. Est-ce que c'est pas déjà le moment de commencer par inverser la tendance? Le docteur Rutarosu et moi ne faisons que sur des dizaines de milliards ou sur je ne sais combien de milliards. Mais tout va, je dis, nous devons retourner à la source de ce problème. Si nous ne réglons pas ce problème à la source, le problème va demeurer. Et pour retourner à la source,
ça ne va pas se faire également de facto, ça ne va pas se faire aussitôt. C'est un problème C'est de un génération, processus c'est un de longue processus. C'est un processus et ça va prendre également tous les départements. Il va falloir qu'on revoie notre système éducatif, qu'on essaie de revoir comment est-ce qu'il faut éduquer les enfants, comment est-ce qu'il faudra faire comprendre aux enfants qu'en Europe également il y a des problèmes. Moi, la première fois que j'ai été en Europe, j'étais dans le métro, j'ai vu un blanc qui est venu me demander quelque chose et je lui ai donné. Mais combien de villageois savent qu'en Europe également il y a des problèmes? Qu'il y a des mendiants de chez eux. Mais combien? Quand vous prenez des jeunes des pays comme le Burkina, le Niger, j'ai eu à faire un petit travail de recherche récemment qui m'a amené au Sénégal, mais la plupart de ces jeunes veulent partir. Ils veulent partir parce que pour eux, là-bas, il fait bon vivre. Parce que tel a été là-bas et aujourd'hui, il envoie 500 € chaque mois ou il envoie 300 € chaque mois. Mais personne n'a pris le temps de leur dire, écoutez, si vous restez chez vous, si vous mettez en place quelque chose, vous pouvez vous battre et faire réussir cette chose et plus tard aller peut-être découvrir juste en tourisme ce continent dont on vous parle. Personne n'a pris le temps de leur dire en Europe il y a des problèmes. Personne n'a pris le temps de leur dire écoutez, en Europe nous avons fini d'étudier, nous avons fait ci, mais nous avons été obligés d'aller balayer la rue. Ce qui est paradoxal, c'est que parmi les pays de départ de ces migrants-là, se retrouvent essentiellement les pays dont les économies sont les plus importantes en Afrique. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a un peu le Sénégal dans la zone CEDEAO, mais il y a également des Éthiopiens, l'Éthiopie qui est considérée comme étant l'économie la plus dynamique de l'Afrique actuellement. Comment est-ce que vous expliquez ça, M. Kikan? Ça me conforte que le problème migratoire aujourd'hui n'est pas d'abord un problème économique. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème politique et c'est un problème de l'être humain fatigué d'attendre un espoir qui ne vient pas. Regardez, quand cela est arrivé, quand nous avons vu le film qui est passé, regardez la réaction, la toute première réaction du président en exercice de la Commission de l'Union africaine. Mais je ne sais pas quel était votre sentiment, monsieur le journaliste. Ensuite, on pensait que le tir allait être corrigé. Le président de la Commission africaine, vous avez suivi sa conférence de presse et les mesures qu'il a apportées. Essayons de voir un peu les mesures qu'il a apportées. Première chose, il faut envoyer un vol pour récupérer les migrants. C'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance de comment est-ce que ça se passe en Libye et dans quoi ça se passe. Alors, je vois bien un avion atterri dans le désert pour aller voir la quarantaine de centres de détention dans le sous-sol et autres là, pour dire aux migrants, oui, sortez, venez, on va rentrer chez nous. Deuxième chose, la plus haute personnalité de l'Union africaine qui a été diligentée dans une crise comme ça, c'est la commissaire des affaires sociales. Mais on propose un traitement social à un problème éminemment politique et militaire. Ensuite... Alors, qu'est-ce que vous auriez proposé? Que les États, en tout cas l'Union africaine par exemple, envoie une force d'intervention ou que les États envoient leurs armées respectives? C'est d'abord politique. D'abord, quelle est la volonté, quelle est la priorisation que l'Union africaine fait de ce problème? Est-ce que ce problème ne suffit-il pas à lui seul de convoquer un sommet extraordinaire de l'Union européenne? Regardez la réaction du président français. Qui va se tenir, parce que je vous informe qu'il y a un sommet. Je suis désolé, monsieur le journaliste, nous sommes très bien informés et d'ailleurs Amnesty International a déjà drafté des directives à l'encontre à l'usage de ces dirigeants-là. Mais en réalité, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est-à-dire, regardez, le président français qui dit « Je souhaiterais qu'il y ait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ». Mais pendant ce temps, les dirigeants africains disent « Oui, nous vous assurons que nous allons intégrer ça dans l'ordre du jour de la session qui vient ». Mais alors, il se fait que la session qui vient n'est pas une session entre Africains. C'est une session Union européenne et Union africaine. Vous pensez que il y a une réunion qui est prévue en marge de l'Union européenne, visiblement un conflit d'intérêts. Parce que si aujourd'hui la crise a pris l'ampleur que ça a pris, c'est parce qu'il y a eu ce fameux financement pour endiguer le problème migration. Vous pensez qu'il ne suffit, il n'est pas d'abord mieux qu'on se retrouve entre dirigeants africains, qu'on prenne une décision, donc parler de même voix, comme le président en exercice dit, et que maintenant, à ce sommet-là, le 5e,
entre l'Union africaine et l'Union européenne, qu'on puisse mettre nos décisions sur la table. Vous voyez, il va y avoir les dirigeants européens autour de la table, et c'est autour de cette table que nos dirigeants vont réfléchir à la question. Je pense que la méthode... Non, je ne pense pas, monsieur Kikan, que les choses soient prévues exactement de cette façon. Là, nous avons entendu le président en exercice de l'Union africaine qui a annoncé une réunion des chefs d'État africains en marge du sommet Afrique-France. Et donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de tenir cette réunion-là en présence des dirigeants africains. Nous avons l'impression qu'on tourne en rond et que la vérité, les vraies actions ne sont pas faites. D'abord, que des dirigeants de ce rang-là jouent au surpris comme le citoyen lambda, ça pose un problème de crédibilité et d'honnêteté. Parce que les différents rapports, du moins que Amnesty International a fait, et que nous savons aussi que les organisations comme l'OIM et le ACE ont fait, sont prioritairement dirigés et à l'endroit des dirigeants africains. Ils connaissaient bien le problème. Et quelle réponse a été mise en place? Vous voyez, on tourne en rond. Je pense que... Donc, problème de gouvernance, vous l'avez souligné. Est-ce que, M. Baglo, est-ce que vous estimez également que la façon dont cette crise-là est gérée par les dirigeants africains est convenable? On a vu des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun et certains autres pays rapatrier certains de leurs compatriotes en transit en Libye. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous auriez suggéré? Bien, je partage presque l'avis du directeur Amnesty Bénin. Ces mesures-là, ce sont des mesures, c'est bien beau pour l'instant, mais le problème n'est pas là. Ces mesures sont inutiles. Ils en ont rapatrié certains. Au moment où ils rapatrient d'autres en train de partir, ils font quoi pour cela? Ceux qui iront demain, après-demain, dans 2 mois, 3 mois, ils font quoi pour eux? C'est-à-dire, il est temps d'arrêter les mesures, excusez-moi le terme, pour le buzz. C'est ce que nous savons faire en Afrique. Nous faisons des mesures pour le buzz. Nous étions où? Quand, à partir du 1er décembre 2016, quand l'Algérie avait lancé une battue pour rapatrier des Africains, nous étions où? Nous étions où quand plusieurs pays, plusieurs réalisateurs, ainsi de suite, ont lancé des avis? Quand il y avait cette histoire de... Quand ça a commencé, cette affaire d'esclavagisme, en Mauritanie ou en Libye, nous étions où? Il n'y a jamais eu d'action. Aujourd'hui, nous parlons d'esclavagisme, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les migrants sont tués pour la vente d'organes. Il y a ça qui est là. On n'en parle pas. Il y en a qui sont... Il y a les femmes sont... C'est encore l'esclavagisme, mais sont vendues dans d'autres réseaux. On n'en parle pas. Alors, par exemple, en Koweït et dans d'autres pays du Golfe, où des filles, des femmes de l'Afrique subsaharienne vont travailler parfois comme des esclaves, des esclaves, des femmes de ménage esclaves ou des esclaves purement sexuels. Exactement. Tout à l'heure, vous parlez de l'Éthiopie, la grosse économie, d'accord, mais nous rappelons cet incident où une femme éthiopienne s'était fait tabasser devant l'ambassade d'Éthiopie sans réaction. Ça a été quoi la réaction de qui? Personne n'en a parlé. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres ont trouvé un créneau pour leur buzz personnel et en profitent. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. Il faut arrêter de jouer ce jeu-là en Afrique. Nous l'avons fait tout le temps. Nous le faisons sur pratiquement toutes les thématiques. Aujourd'hui, comme l'a dit le directeur, il faudrait maintenant que les pays africains puissent trouver des solutions à l'interne. La Libye, ce n'est pas l'Europe. La Libye, c'est l'Afrique. La Mauritanie, c'est l'Afrique. D'accord, ce sont des couloirs de migration, mais c'est l'Afrique. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons gérer la thématique, une fois encore, comme si, je ne sais pas moi, comme s'il s'agissait d'autres personnes? L'Union africaine ne gère pas, la Libye n'est pas en dehors de l'Union africaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, l'Union africaine aurait pu, convoquer, je sais pas, depuis longtemps par rapport à cette thématique-là. Les responsables libyens, s'il y en a, parce que moi, déjà en Libye, il n'existe pas d'État. Alors qui serait l'interlocuteur de l'Union africaine dans ce genre de solution que vous proposez? Aujourd'hui, quel est l'interlocuteur? Aujourd'hui, à qui on se prend? À qui on s'en prend aujourd'hui? Parce que si on joue sur le jeu de il n'y a pas d'interlocuteur, aujourd'hui, il n'y aura pas d'interlocuteur non plus. Aujourd'hui, à qui il parle? On a envoyé la commissaire des affaires sociales. Elle va rencontrer qui? C'est que ça veut dire qu'il y a toujours eu un répondant. Mais on n'a rien voulu faire. Peut-être le gouvernement reconnu
par la communauté internationale. Docteur Wetterhosso, est-ce que vous seriez tout aussi alarmiste que mes deux invités qui sont en face de vous par rapport à la gestion de cette crise-là? Pour vous, est-ce que déjà cette crise-là est bien gérée? Non, bien gérée, c'est absolument pas. On ne peut pas dire qu'elle est bien gérée, non. C'est une crise qui en fait ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mis sur le tapis. C'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu que je ne suis pas surprise par le fait. Je suis plutôt surprise par le moment choisi pour mettre ça sur le tapis. Donc vous soupçonnez peut-être un buzz avec un agenda non avouable, comme le disait le directeur d'Amnesty tout à l'heure. De toute façon, je dis, le problème de la migration, les causes lointaines peuvent être de la diabolisation, de la stigmatisation, de beaucoup de choses, mais n'empêche qu'il y a un problème politique, puisque dès lors qu'il y a des tenants et aboutissants économiques, moi je dis que le fondement, c'est économique. Maintenant, pour une bonne économie, il faut une bonne politique économique. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques migratoires. Si nous ne nous insérons pas dans cette politique migratoire de façon à ce que celle-ci nous profite, eh bien, on nous la fera. Donc vous-même, vous soulignez un problème de gouvernance. Il faut que les dirigeants africains élaborent leur propre politique de façon responsable pour pouvoir endiguer ce problème-là. Absolument. Entre autres, à l'interne. D'abord, il faut commencer à l'interne. Par les États et ensuite par les États. Dans les organisations régionales, sous-régionales. Oui. Alors justement, parlant d'organisations internationales, en tout cas à l'échelle africaine, Monsieur Simenou, quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui de l'Union africaine pour une gestion optimale de cette crise-là? Nous avons entendu Monsieur Kikan, Monsieur Baglo dénoncer cette approche-là, un peu, je vais dire, et là je leur prête le mot, cette approche amateur de la gestion de la crise. Quelle est leur marge de manœuvre aujourd'hui sur l'échiquier de la diplomatie internationale? Monsieur le journaliste et chers amis, moi je dirais d'abord que chaque institution et chaque nation essaie de gérer le problème comme il peut. Moi je perçois la chose de cette manière-là. Maintenant, ce que je n'accepte pas, ce que je ne comprends pas, c'est que nous ne puissions, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est que nous ne puissions pas parler d'une même voix et que nous n'ayons pas de vision politique autour de la chose. Donc, problème de cohésion. Problème de cohésion. Nous parlons de l'Union africaine. Les marges de manœuvre de l'Union africaine sont limitées. Oui. Soyons forts. Dans la mesure où l'Union africaine est financée comment? Notre pays, les autres pays, financent à quelle hauteur l'Union africaine? Si nous payons régulièrement nos contributions et que l'autre État ne paie pas régulièrement ses contributions, mais est-ce que nous accepterons que l'on mette en priorité les problèmes de cette nation-là lors de l'une de nos rencontres? Point d'interrogation. Les marges de l'Union africaine sont limitées dans la mesure où quelle vision avons-nous par rapport à ce problème? Et comment essayons-nous de mettre en œuvre cette vision? Est-ce que nous avons réussi à faire accepter à l'Union européenne, qui est notre principal interlocuteur aujourd'hui, qui est la principale institution qui essaie de gérer ce problème aujourd'hui et qui finance plusieurs institutions internationales, plusieurs ONG dans le cadre de la résolution de ce problème? Est-ce que nous avons réussi à aller à une table de négociation avec eux et à avoir une ligne de conduite par rapport à notre vision à nous? Est-ce que nous avons réussi à imposer cela? Non, je crois que non. Les marges de l'Union africaine sont limitées dans la mesure où nous avons également d'autres priorités dans nos nations. Je ne dis pas que le problème de la migration n'est pas une priorité, c'est une priorité. Mais nous avons également d'autres priorités dans nos nations sur lesquelles nos chefs d'État, lorsqu'ils se réunissent, ou sur lesquelles nos gouvernants, lorsqu'ils se réunissent, doivent pouvoir parler, doivent pouvoir prendre certains nombre de mesures. Donc, cohésion, priorité nationale, mais également faiblesse des possibilités que l'Union africaine dispose donc vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Est-ce que Kikan, Marcos Fidel Kikan, est-ce que vous craignez que
ce que vous avez dénoncé comme étant un buzz s'éteigne bientôt et que donc les projecteurs s'éteignent sur la situation des migrants en Libye et que l'agenda, je vais dire, international passe à une autre chose. Le risque est grand. Le risque est très grand et il se profile déjà sur la manière dont les dirigeants africains sont en train de gérer le problème. Ils le gèrent justement comme un buzz qui, dans la durée, va s'étioler et donc on va passer exactement à autre chose. Et je pense que ce serait quand même un mauvais calcul. Parce que de plus en plus, nous, on est bien fondé pour voir que dans la génération de jeunes aujourd'hui, il y a un goût au militantisme et au risque. La question dont nous traitons même de la migration en est un fait révélateur que nous avons une génération qui est très revendicatrice et qui va aller au risque. Et qui n'hésite pas non plus à lancer des slogans racistes. Et une mobilisation en un temps record comme ça dans toute l'Afrique, je pense que c'est l'une des premières. Donc les dirigeants qui vont gérer ça comme un buzz et mettre en parenthèse, j'ai peur que nous puissions mettre quelques poudres de cendre. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Il nous reste à peine 1 minute. Je vais laisser la parole à monsieur. Je vais juste finir. Je suis vraiment désolé de vous interrompre. Monsieur Baglo, pour votre mot de la fin. Bon, pour mon mot de la fin, comme je disais tout à l'heure, il est temps que les gouvernements africains prennent la juste mesure de la chose. Qu'on arrête en fait de crier au loup à chaque fois et de nous victimiser. Parce que cette problématique n'est pas une problématique de victimisation. D'autre part, je voudrais exhorter tous ceux qui sont en train de relayer les appels nauséabonds d'indignation d'arrêter tout de suite. Merci. Et de se pencher sur la vraie question. Merci, M. Baglo. M. Simenou. Mon mot de fin, je dirais que le moment est venu pour que nous puissions nous remettre davantage en cause, pour que nous puissions avoir une vision politique, pour que nous puissions avoir une vision éducative qui prend en compte un certain nombre de nos réalités et que nous puissions travailler à faire accepter au gouvernement qui se relaie. Parce que les politiques se relaient. Nous n'avons pas encore réussi dans notre continent à faire accepter au gouvernement qui relaie l'autre gouvernement, c'est-à-dire aux politiques qui relaient l'autre politique, qui a une vision de départ. Il faudrait que nous puissions faire ce travail. Il y a un objectif commun. Voilà. Et pour ça, il faudrait qu'une génération se sacrifie. Une ou plusieurs. Merci, monsieur Simenou à Yampé. Madame Ouettarassou, votre mot de la fin. Bon, mon mot sera bref, mais pointu. Je vais au grain parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère réformiste, je peux le dire. Nous sommes à une ère des réformes, donc je crois que chaque petite goutte, chaque petite action de chaque individu compte. Et donc, on ne va pas attendre que tous les États soient prêts. Je crois que le chef de l'État, par exemple, de la République du Bénin, pourra également, dans ses réformes, insérer une politique vous êtes spécialiste des migrations, enseignante à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, monsieur Lagrand Simenou Ayankwe, diplomate, spécialiste des questions internationales. Monsieur Fidel Kikan, directeur de la section béninoise d'Amnesty International. Et enfin, Yannick Baglo, expert en gouvernance et bon connaisseur du monde arabe. Merci, chers messieurs, chères madame, d'avoir accepté de partager vos commentaires sur cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À dimanche prochain.